bienvenue dans Choose Social TV. Choose Social TV, c'est l'émission de Choose My Company qui met en lumière les personnes, les idées et les organisations qui ont décidé de mettre l'individu au cœur de leur projet. Et aujourd'hui, je reçois Fanny Comon, qui est directrice générale du groupe Watt. Bonjour, qui est un groupe de communication corporate et RH et qui vient, je crois, en plus de gagner le titre de groupe de communication d'entreprise de l'année. Absolument. Félicitations. On a reçu notre prix hier, on est ravis. Ah bah génial, voilà, on est dans l'actualité. Et merci de m'inviter aujourd'hui. Avec grand plaisir, merci beaucoup d'être là. Donc Fanny, bah oui, on vous a invité parce que vous êtes une observatrice évidemment de tout ce qui se passe en termes de marque employeur, de RSE, de communication corporate, à travers toutes les entreprises que vous accompagnez. Donc ma première question, c'est, on est dans un contexte officiellement de pénurie de candidats dans certains secteurs. Habituellement, c'est la guerre des talents. Alors ça, qu'on soit en crise ou pas en crise, chômage ou pas, il y a toujours la guerre des talents. Mais là, c'est un peu particulier. Là, c'est carrément une pénurie de candidats. Comment réagissent les entreprises? Dans quel secteur ça se passe? Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus? Oui, bien sûr. Alors, il y a plusieurs éléments contextuels aujourd'hui qu'on peut observer, qui sont en fait des tendances qui étaient déjà préexistantes avant la crise de la Covid, mais qui se sont très fortement renforcées ces 2 dernières années. La première, c'est qu'il y a une défiance vis-à-vis des institutions, et notamment de l'État, et qui se reporte très fortement sur l'entreprise, dont on attend beaucoup plus que précédemment, et on compte finalement sur l'entreprise pour qu'elle soit acteur de ce monde d'après, de ce monde meilleur dont on a tant entendu parler. Donc l'entreprise n'est pas la espèce de valeur refuge dont on a parlé aussi durant la crise du Covid, voilà, l'environnement qui me protège, dont on parlait. Si, en fait, justement, si, c'est-à-dire qu'ils sont très en défiance vis-à-vis des institutions et de l'État, et ils reportent finalement leur confiance davantage sur les entreprises et sur les marques. Donc, l'entreprise a un rôle à jouer à ce niveau-là. Il y a une étude intéressante là d'Opinionway qui est sortie en janvier. Juste quelques chiffres, parce que je trouve ça intéressant. 68% des Français déclarent que les marques ont un rôle important à jouer dans la société. Pour les jeunes, c'est 74% des jeunes qui disent qu'elles doivent prendre la parole sur ces sujets sociétaux et environnementaux. Et dans la même tendance, 67% estiment qu'il est important qu'une marque adopte une communication sociétale. Alors, il y a 3 thématiques qui ressortent fortement. Une communication, son implication, elle, en tant qu'entreprise d'un point de vue social, son impact environnemental et les luttes contre les discriminations qui arrivent en 3e position. Donc, en fait, voilà, c'est très clair. On attend beaucoup de l'entreprise. Ça, c'est une première tendance. Il y a une deuxième tendance qui, là aussi, préexistait avant la crise, qui est le besoin d'utilité et la quête de sens, dont on a beaucoup entendu parler ces dernières années, mais qui s'est encore renforcée pendant cette période de crise. Et là, c'est une étude Randstad, je crois, 75% des employés dans le monde veulent travailler pour une entreprise qui a un impact positif sur la société. Donc c'est énorme, on est à 3/4 des employés, et 52% ont quitté leur emploi parce qu'ils ne s'y retrouvaient pas en termes de sens. Donc ça aussi, on voit que c'est dans le contexte des éléments extrêmement structurants. Alors comment réagissent les entreprises? Que du coup ça les effraie, ce changement de contexte, cette pénurie, ça les met dans une situation nouvelle. Comment vous les sentez? Ils sont nerveux, ils sont les employeurs. Ils sont tendus parce que le marché de l'emploi est tendu aussi. On a des secteurs, vous me posiez la question en préambule, qui sont particulièrement impactés. L'industrie par exemple, le bâtiment, la restauration, on le sait. Avec des profils qu'on n'arrive pas à recruter, donc ça crée une tension et ça oblige finalement l'entreprise à revoir. Pardon, juste ces secteurs-là, BTP, hôtellerie, restauration, aéronautique, ils sont désertés. Pourquoi? Parce que c'est des secteurs qui traitent mal les gens, qui payent pas, l'aéronautique, c'est parce que ça pollue, c'est quoi, il y a absence de formation? Alors, on ne sait pas forcément tout identifier pour l'instant, mais par exemple sur l'aéronautique, en effet, l'aéronautique a une mauvaise presse, et a une mauvaise presse parce que, en termes d'impact environnemental, aujourd'hui, l'avion notamment n'a pas forcément très bonne presse. Donc certes, ils travaillent sur des discours d'avion décarbonés, mais le temps que les choses évoluent, pour l'instant, c'est pas un secteur hyper attractif. Et puis ce sont des secteurs qui se sont totalement arrêtés pendant la crise. Donc certains se sont réorientés vers d'autres secteurs parce qu'ils avaient besoin de travailler, et donc on a perdu de la main-d'œuvre ils veulent pas sur revenir. Certains métiers, et ils veulent pas forcément revenir. Pourquoi ils veulent pas revenir? C'est mieux là où ils sont allés?
parce que c'était des gens pas forcément... Sans doute, et puis potentiellement ils ont changé de lieu de vie, il y a des gens qui ont revu complètement leur modèle de vie et qui ne sont pas forcément prêts à revenir en arrière. On observe aussi par exemple le phénomène de ghosting qu'on évoquait ensemble en préparant cette émission, qui est quand même un phénomène très récent. En gros, c'est je plante mon futur employeur à quelques heures de la signature de mon contrat. Donc ça pouvait exister sur des profils non cadres, notamment dans la restauration ou l'aide à la personne. Mais là, ce sont même des profils cadres, en fait, qui globalement ne se pointent pas, ne rappellent pas. Voilà, donc Et ça, c'est quoi? C'est une dégradation de l'éducation des personnes? Là, la question peut se poser. On se dit, est-ce qu'il y a un article intéressant qui a été écrit sur ce sujet dans Le Monde, là, je ne sais plus, c'était en septembre 2021. En fait, l'analyse qui en est faite, c'est de se dire, bon, en effet, il peut y avoir un petit conflit générationnel sur des profils jeunes, mais on se demande aussi, il n'y a pas une défiance aussi vis-à-vis de l'entreprise, et puis un retour de bâton de justement ces entreprises qui... pendant la crise, se sont arrêtés, n'ont pas forcément tout accompagné leurs collaborateurs. On sait aussi que dans certaines entreprises, on a pu demander de travailler un peu à temps partiel, mais en fait, les gens travaillaient beaucoup. Enfin, voilà. D'accord. Tout ça fait que ça crée un climat particulier et qui impose vraiment à l'entreprise de revoir ses guidelines en matière de com. Pour moi, il y a 3 éléments clés. C'est une communication qui doit être transparente, authentique et légitime, c'est-à-dire que ça sert à rien de leur raconter des histoires. Et là, que ce soit d'un point de vue sociétal ou parcours d'évolution, il faut qu'on soit vraiment ancré dans la réalité, parce que les frontières entre l'interne et l'externe sont extrêmement poreuses. Donc en fait, il vaut mieux avoir un discours transparent. Ça, c'est un point extrêmement important. On l'a dit, un discours sans doute plus engagé. C'est comment je fais incarner finalement ma raison d'être à travers le vécu de mes collaborateurs. Donc c'est de se positionner sur ces sujets sur lesquels ils sont en attente. Mais alors vous, sur ces sujets d'engagement, par exemple, d'impact social, environnemental, vous les conseillez beaucoup sur des sujets de communication, peut-être les aidez-vous à mettre en place un certain nombre de pratiques en interne, mais vous avez l'impression que c'est un discours qui est mis en place. Il y a vraiment une évolution des pratiques sociales, environnementales, j'en doute pas forcément, mais sociales, vous voyez une évolution de leur manière de traiter les collaborateurs, Oui, il y a des choses. Accueillir. Je ne vais pas vous dire que tout est encore parfait, mais un exemple là, qui me vient spontanément, mais on accompagne par exemple un groupe qui s'appelle Apicil, qui est un groupe de mutuelle et de prévoyance, alors qui, dans son ADN même de son métier, a un travail social et sociétal, celui de la mutuelle et de la prévoyance, et qui nous a interrogés il y a quelques mois sur... alors, en plus, le groupe Apicil est né de rachat de plusieurs petites entreprises, donc ils avaient la volonté de mettre en place une campagne de com interne pour fédérer en fait tous ces collaborateurs qui venaient d'univers et d'horizons différents. Et en fait, leur volonté, c'était que le socle de cette communication soit vraiment la politique d'inclusion et de diversité de l'entreprise. Et donc, on a fait une campagne autour d'une communauté qui s'appelle Tous Apiciliens, mais au-delà de ça, on est allé très loin dans le discours, puisque la campagne, en fait, évoque toutes les différences, y compris, alors, classiquement, on connaît les différences générationnelles, d'âge, de sexe, le handicap, qui est quand même maintenant fréquemment travaillé dans l'entreprise, et c'est un thème de communication récurrent. Mais là, au-delà de ça, on a parlé des orientations sexuelles, c'est-à-dire que vous soyez hétérosexuel, homosexuel, transgenre, vous avez toute notre place, toute votre place chez nous, que quelle que soit votre apparence physique, donc on est allé jusqu'à évoquer vous êtes grand, vous êtes maigre, vous êtes chauve, vous êtes tatoué, peu importe en fait, ce qui nous intéresse c'est qui vous êtes. Et donc ça rejoint aussi ce que je disais tout à l'heure. C'est les fameux mad skills dont on parle. Avant il y avait les hard skills, je sais faire du Excel. Le savoir-être, les soft skills, et donc maintenant les entreprises communiquent et vont chercher sur ce qu'on appelle les mad skills. Ok, c'est exactement sur la personnalité. Alors les mad skills, ça va être aussi des compétences un peu atypiques que le candidat peut ou souhaite mettre en avant.
son Par exemple, je fais du body painting Ouais, ou son charisme, parce qu'il fait du théâtre, donc il D'accord. a une véritable capacité à s'exprimer, à embarquer. Par exemple, je fais un sport à très haut niveau, donc j'ai une forme de résistance, je suis compétitif et je veux que enfin voilà, pour moi, c'est un trait de personnalité qui est important et j'aimerais qu'on en tienne compte. Voilà, donc c'est ça. Mais quand j'évoquais la campagne à Piscille, c'est au-delà de ça, c'est-à-dire que des choses qui pouvaient apparaître comme des vraies différences aujourd'hui. Voilà, on n'a pas peur d'en parler aussi en matière de communication. Nous, c'était une vraie nouveauté et cette campagne a beaucoup plu d'ailleurs parce qu'elle allait assez loin justement dans cette notion d'inclusion et de diversité et qu'elle était accompagnée, pour répondre aussi à la question, par des groupes de travail sur chacune de ces thématiques en interne pour faire évoluer les mentalités, pour proposer aussi des échanges entre les collaborateurs, se dire si à un moment donné il y a des freins, il y a des choses qui font peur, et comment on peut lever ces freins en interne. Donc au-delà de la campagne, ça a été mené aussi en interne à travers des actions extrêmement concrètes et traitées avec des actions extrêmement concrètes. Et vous avez l'impression que ces sujets sociaux ou environnementaux dépassent le strict cadre de l'attractivité ou de l'engagement et vont impacter l'écosystème, les clients, les fournisseurs. On en fait un atout pour attirer des clients ou avoir des belles relations avec les fournisseurs. Et même question évidemment avec aussi des investisseurs potentiels. Vous voyez, vous travaillez sur des rapports de performance extra-financiers d'entreprises. Tous ces petits sujets sociaux, etc., remontent finalement très haut. Que vous le vivez, vous êtes complètement. Vous évoquez là le sujet des rapports annuels ou rapports intégrés, par exemple. Donc nous, on en fait un certain nombre et on fait surtout on se prête à un exercice chaque année. On fait un benchmark de 200 à peu près rapports annuels de grands groupes français et internationaux, en général en septembre, au moment où ils sont tous à peu près sortis, et on évalue les tendances, les nouvelles tendances. Et cette année, donc, on a fait ce travail, bien sûr, donc post-crise. Et alors, le mot le plus cité quasiment dans tous les rapports cette année, c'était le mot résilience. Donc déjà, ça quand même... voilà, c'est pas anodin, je pense. Ces employeurs qui disent nous avons des collaborateurs résilients, notre entreprise a été résiliente pendant la crise. C'est ça, et on veut inventer des modèles résilients, c'est-à-dire des modèles qui à la fois vont être en capacité de résister davantage à de nouvelles crises, parce qu'ils n'ont quasiment aucun doute sur le fait qu'il y en aura d'autres, des crises, et un modèle qui intègre davantage justement notre création de valeur en tant que groupe, que ce soit d'un point de vue sociétal ou environnemental. Donc en effet, l'extra-financier, plus que jamais cette année, a pris une place importante dans ces supports de communication financière. Alors après, la route reste relativement longue, et si on prend l'exemple d'un Emmanuel Faber, PDG de Danone, qui, en premier groupe, entreprise à mission, qui portait haut et fort ces sujets-là, il a quand même été, entre guillemets, débarqué pendant la crise, parce que les actionnaires ont considéré que l'entreprise n'était pas suffisamment performante. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'on est sur la bonne voie. La route est longue, mais on voit que ça bouge, ça change. Vous observez une convergence il y a à la fois d'un côté les candidats, les salariés, donc sphère RH, les clients, les fournisseurs, sphère business, et puis les investisseurs convergent dans ce besoin de recevoir ou des garanties ou l'assurance que finalement ils seront bien traités, ils investiront dans une entreprise qui fait de belles choses ou de bonnes choses. Il y a une convergence de ces parties prenantes-là qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts d'ailleurs. Qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts, mais je pense qu'en effet, quand je parlais aussi de porosité, en fait, tout aujourd'hui est beaucoup plus poreux. Et donc, en effet, que ce soit le financier, l'extra-financier, l'interne, l'externe, le client... voilà, en effet, ces intérêts-là convergent et parfois d'ailleurs se mixent davantage. On parlait des supports, les rapports annuels par exemple, et on a vu des rapports annuels où les collaborateurs étaient partie prenante de la ligne éditoriale, ce qui... C'est-à-dire que c'est eux qui écrivent le rapport annuel. En tout cas, c'est eux partie, quoi. C'est ça, et qui définissent entre guillemets les thématiques qu'ils souhaitent voir traitées, la manière dont ils veulent les mettre en avant. Donc, ils sont vraiment intégrés à la réflexion et partie prenante de la conception et de la production du rapport annuel. Ça peut être le cas pour un rapport annuel, où nous, on l'a fait il y a quelques années pour Carrefour, dans le cadre d'un mag interne. Voilà, donc, encore une fois, les frontières sont quand même de plus en plus ténues, et en effet, ça converge, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Et il y a pour terminer, peut-être, est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qui
qui tirent leur épingle du jeu de ce moment de grande remise en question. Je ne sais pas si c'est une grande démission, on en parle beaucoup. Je ne sais pas si on la voit vraiment en France, mais est-ce qu'il y a voilà, des secteurs d'activité, des typologies d'entreprises qui ont su peut-être prendre un petit peu avant les autres un virage créateur de sens ou celui de la RSE? Alors, comme ça, moi, de ma fenêtre, je n'observe pas particulièrement de secteur. J'ai l'impression que c'est quand même très lié aux dirigeants, Ouais. à la volonté des dirigeants, parce que ça se passe aussi à ce niveau-là. J'ai évoqué Emmanuel Faber tout à l'heure, il y en a d'autres, hein, des Emmanuel Faber, mais en tout cas, je pense que ça vient quand on a une direction du RSE aussi dans l'entreprise, forcément les choses vont plus vite et sans doute sont un peu plus intégrées et prises en compte en amont. Mais voilà, non, je pense qu'il y a des jolis exemples dans l'industrie, comme il y en a dans le conseil, comme on peut en retrouver dans des secteurs, le bâtiment qu'on évoquait tout à l'heure. Voilà, pour moi, je pense que la personnalité et l'engagement des équipes dirigeantes est clé aussi dans cette réflexion. Eh ben, je vous remercie beaucoup. Merci mille fois, Fanny, d'être venue. Merci Laurent. Merci pour ce témoignage. À bientôt. Au Au revoir. revoir.